C'est l'heure des informations sur Speedline TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans les titres de l'actualité, le processus électoral a atteint un nouveau tournant. La Cour constitutionnelle, juridiction suprême en matière électorale, a rendu public ce jeudi les résultats de l'élection présidentielle du 12 avril dernier. Elle a à cet effet confirmé la victoire du duo présidentiel formé par Romuald Wadani et Mariam Tchabi Talata. De son profil de technocrate à son accession à la magistrature suprême, Romuald Wadani présente un parcours éloquent. Retour sur l'itinéraire du nouveau président du Bénin dans ce journal. Et puis, loin du Bénin, Denis Sassou Nguesso a officiellement prêté serment au stade de Kintélé à Brazzaville, entamant un 5e mandat à la tête de la République du Congo. C'est une victoire sans équivoque avec 94,27% des suffrages exprimés. Le duo Wadani-Talata l'emporte largement. La Cour constitutionnelle, haute juridiction, garante de l'ordre démocratique, a rendu son verdict ce jeudi à la suite de la proclamation des résultats provisoires par la Sénat. Dans une atmosphère empreinte de solennité, son président, le professeur Dorothée Sosa, a officiellement proclamé le duo Wadani-Talata vainqueur du scrutin du 12 avril dernier. Suivons un extrait de sa déclaration. Que le 13 avril 2026, la Sénat a publié les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 12 avril 2026 après la compilation de 90,55% des résultats certifiés. Considérant qu'il ressort de cette publication les données ci-après. Nombre d'électeurs inscrits, 7 897 287. Nombre de votants, 4 640 454. Suffrages valablement exprimés, 4 522 756. Bulletins nuls, 117 598. Taux de participation, 58,75%. Considérant que ces données ont été confrontées aux résultats du traitement des plis transmis à la Cour par la Sénat et à ceux recueillis sur le terrain par les délégués assermentés de la Cour, l'élection du duo président de la République et vice-président de la République fait l'objet d'une proclamation provisoire. Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n'a été déposée au greffe de la Cour constitutionnelle par l'un des candidats dans les 5 jours de la proclamation provisoire, la Cour constitutionnelle déclare le duo président de la République et vice-président de la République définitivement élus. En cas de contestation, la Cour constitutionnelle est tenue de statuer dans les 10 jours de la proclamation provisoire. Sa décision emporte proclamation définitive ou annulation de l'élection. Si aucune contestation n'a été soulevée dans le délai de 5 jours, et si la Cour constitutionnelle estime que l'élection n'était entachée d'aucune irrégularité de nature à en entraîner l'annulation, elle proclame l'élection du duo président de la République et vice-président de la République. Considérant qu'au terme des dispositions de l'article 45 nouveau de la Constitution, le duo président de la République et vice-président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé à l'organisation d'un second tour. Sont admis au second tour les 2 duos de candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour de scrutin. Fin de citation. Que la majorité absolue des suffrages valablement exprimés est constituée par la moitié des voix plus une voix. Qu'en l'espèce, les suffrages valablement exprimés étant de 4 853 746 voix, la majorité absolue s'établit à 2 426 874 voix. Que les résultats obtenus dans l'ensemble des postes et sommes de vote
par les deux duos de candidats en lice se décline ainsi qu'il suit. Duo Kossi Mbweke Romuald Wadayi, Mariam Chabi Talata, 4 575 449 voix, soit 94,27%. Duo Paul Hunkpe Roch Judicaël Onwanou, 278 297 voix, soit 5,73%. Qu'il résulte de ces résultats que le duo Kossi Mbweke Romuald Wadayi, Mariam Chabi Talata a obtenu 4 575 449 voix, soit plus de la majorité absolue des voix. Qu'il s'ensuit que le duo Kossi Mbweke Romuald Wadayi, Mariam Chabi Talata a recueilli la majorité absolue des suffrages requises pour être proclamé élu dès le premier tour du scrutin. En conséquence, article 1er déclare que l'élection présidentielle du 12 avril 2026 est régulière. Article 2 proclame élu provisoirement dès le premier tour du scrutin Monsieur Kossi Mbweke Romuald Wadayi, président de la République. Madame Mariam Chabi Talata, vice-présidente de la République. Article 3 dit que la présente proclamation des résultats provisoires ouvre droit au profit des candidats à l'exercice des recours devant la Cour dans le délai de 5 jours à compter de sa notification. Le peuple béninois connaît désormais son nouveau président. Romuald Wadayi a été élu dès le premier tour de l'élection présidentielle. Issu du camp du président sortant, Patrice Talon, il s'est illustré à la tête du ministère de l'économie et des finances par d'importantes réformes économiques. Mais qui est réellement Romuald Wadayi? Élément de réponse dans cet élément. Il a construit sa légitimité dans les chiffres avant de l'obtenir dans les urnes. Après 10 ans au ministère des Finances, où il a été l'architecte des profondes réformes économiques de son pays, Romuald Wadayi devient le nouveau président du Bénin selon les résultats proclamés par la Cour constitutionnelle ce jeudi 16 avril 2026. Né en 1976 à Lokossa, dans le sud du Bénin, Romuald Wadayi est le fils d'un statisticien économiste originaire du Mono, un département qui n'avait encore jamais donné de président au pays. Très tôt, Romuald Wadayi s'oriente vers les mathématiques appliquées et la finance. Après un master décroché en France à Grenoble, dont il sort major, il part aux États-Unis où il devient expert comptable certifié et parachève sa formation à la Harvard Business School. Ce parcours académique lui ouvre les portes de Deloitte, l'un des plus grands cabinets d'audit mondiaux. Pendant 17 ans, il y forge une réputation de technicien rigoureux et ambitieux et gravit tous les échelons jusqu'à devenir, en 2012, l'un des plus jeunes associés du groupe en France avant de prendre la tête du développement africain du cabinet. Chargé de l'expansion africaine du cabinet, il contribue à structurer les activités de Deloitte dans plusieurs pays du continent et ouvre notamment de nouveaux bureaux en République démocratique du Congo. En 2016, lorsque Patrice Talon accède à la présidence, il fait appel à ce profil atypique repéré lors de ce rencontre organisée dans la diaspora béninoise. À seulement 39 ans, Wadayi devient ministre de l'économie et des finances, une nomination saluée comme un signe de rupture. Patrice Talon choisit un technocrate de haut vol, sans carrière politique préalable, pour redresser des finances publiques en crise. Dès son arrivée, Wadayi imprime sa marque, rigueur budgétaire, orthodoxie financière. Romuald Wadayi est reconduit à son poste lors du second mandat de Patrice Talon en mai 2021 avec le rang de ministre d'État. En 10 ans, le ministre s'est imposé comme le maître d'œuvre des réformes économiques. Sous sa houlette, le Bénin est devenu le premier pays d'Afrique francophone classé parmi les champions mondiaux de la transparence budgétaire.
Et dans un tout autre registre, à présent, à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre l'esclavage des enfants, célébrée le 16 avril, des actions sont menées au Bénin pour sensibiliser les populations et lutter contre le phénomène des vidomégans. Le directeur départemental des affaires sociales du littoral revient ici sur les différentes initiatives engagées. Suivons. Nous avons l'esclavagisme des enfants, qui est un phénomène qui appelle l'asservissement de l'enfant. Donc, c'est un individu qui kidnappe peut-être ou dans un enfant dans des situations de conflit, dans des situations désordre, où un individu prend l'enfant dans un système, dans une situation d'asservissement à son profit. Nous parlerons d'esclavage, que l'enfant a été esclave du travail. Vous voyez, mais le phénomène du vidomégant, nous allons le placer sous deux formes. Hier, un parent, un oncle, un cousin pouvait prendre l'enfant de son cousin ou de son neveu ou de sa nièce et le garder à la maison pour que cet enfant puisse être élevé au même titre que ses propres enfants, donc scolariser l'enfant, protéger l'enfant, l'enfant vit chez lui, ce qu'on appelait hier vidomégant. Mais ce phénomène-là a connu une évolution aujourd'hui où on place, où c'est peut-être un individu, on place l'enfant de son cousin, mais on l'exploite, un oncle, un cousin, quelqu'un de vulnérable de la famille qui met un enfant sous le couvert d'un autre membre de la famille, mais vient en tirer profit en prenant de l'argent. Voilà un peu la nouvelle forme de vidomégant aujourd'hui. Donc tout ceci constitue en réalité des systèmes d'asservissement de l'enfant. En 1998, nous étions encore à 54%, mais aujourd'hui, nous sommes autour de 19%. Et le 3 février 2026, l'État a lancé la deuxième édition du programme Tolérance zéro au travail des enfants dans les secteurs à forte prévalence. En ce qui concerne Cotonou, nous prenons ces enfants que nous déposons dans un centre que l'État a créé, que nous appelons le KTE, le Centre d'accueil et de transit des enfants. Nous les mettons là, l'État les vêtit, les nourrit, les rend propres, on les garde là pendant 2 mois et pendant les 2 mois, nous recherchons les parents, donc nous essayons d'assainir, de discuter avec les parents, de créer les conditions de conciliation avec l'enfant et nous réintégrons l'enfant dans sa famille parce que le meilleur endroit où l'enfant doit pouvoir vivre, ce n'est pas dans les rues, ce n'est pas dans les centres d'accueil des enfants, mais c'est plutôt en famille. À Cotonou, en 2025, nous avons appuyé 80 enfants pour seulement Cotonou et nous avons payé les frais d'apprentissage aux patrons et en ce moment, nous appuyons aussi la maman avec autre aide que nous appelons l'appui aux indigents, le secours aux indigents que nous donnons aux mamans pour que la maman puisse s'autonomiser afin de mieux protéger cet enfant. Nous référons l'enfant maintenant dans un centre plus grand qui est le centre de Pomassé où on prend beaucoup plus, on prend encore cet enfant en charge juste à ce qu'on puisse retrouver ses parents et qu'on puisse réintégrer l'enfant là dans sa famille. Aujourd'hui, le ministère des Affaires sociales a mis en place une ligne verte, c'est le 138, qu'on peut appeler gratuitement. Donc, ils appellent, ils signalent tous les jours que Dieu fait. Nous recevons énormément d'appels. Nous nous portons en même temps sur les lieux. Nous discutons avec les parents. Nous voyons qu'est-ce qui est fait. Il nous arrive d'extraire l'enfant d'abord de ce milieu, de le placer dans un milieu beaucoup plus protecteur. Et nous discutons avec les parents. Donc, c'est tout un programme de coaching que nous faisons et nous déroulons ce programme-là à l'endroit de ses parents et lorsque nous voyons que le milieu est assaini, nous réintégrons encore l'enfant dans son milieu familial. Nous allons rencontrer directement les enfants dans la rue et dites-vous qu'il y en a énormément à Cotonou. En quelques mois, nous avons pu trouver presque 500 enfants dans la rue avec lesquels nous travaillons aujourd'hui, nous essayons et nous avons pu réussir à extraire totalement beaucoup d'enfants qui aujourd'hui sont dans les centres d'apprentissage parce que ces enfants, nous les retrouvons, qui ont déjà fait 4 ans, 5 ans, 10 ans même de rue. En interactualité, le chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso, a été investi ce jeudi pour son 5e mandat consécutif. Il a été réélu avec 94,90% de suffrages au terme de la présidentielle du 15 mars dernier. La cérémonie s'est déroulée dans un stade à Kintele en présence de centaines de milliers de Congolais et d'une dizaine de chefs d'État africains dont Paul Kagame et Félix Tshisekedi. Le reportage.
À 82 ans, le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, a été investi ce jeudi pour un 5e mandat. Le chef de l'État a placé ce nouveau mandat sous le signe de la relance économique et de la création d'emplois, en particulier en faveur de la jeunesse. Dynamiser l'économie nationale, de prioriser l'agriculture au sens large et l'industrie, de créer des emplois en plus grand nombre, de poursuivre le déploiement des infrastructures de base et de développement. La cérémonie s'est tenue dans un stade de la banlieue nord de Brazzaville. Plusieurs chefs d'État africains ont également fait le déplacement pour assister à l'événement. Je réitère ma foi dans toutes les initiatives et tous les projets qui procèdent du panafricanisme économique. Je réaffirme ma foi dans le multilatéralisme au moment où l'humanité fait face à de multiples incertitudes et graves menaces susceptibles de mettre en danger et d'hypothéquer durablement la paix dans le monde. Réélu dès le premier tour de l'élection présidentielle du 15 mars avec plus de 94% des suffrages, le chef de l'État cumule plus de 4 décennies au pouvoir. Le président américain Donald Trump a affirmé ce jeudi que les dirigeants d'Israël et du Liban ont accepté un cessez-le-feu de 10 jours. Le Hezbollah libanais a annoncé respecter le cessez-le-feu à condition qu'il s'agisse d'un arrêt global des hostilités contre lui. Mais l'armée israélienne annonce ce soir riposter à des lanceurs de roquettes du Hezbollah au Liban. C'est après moi. Le président américain Donald Trump a annoncé jeudi un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Liban après des échanges avec les dirigeants des deux pays. Selon le chef de la Maison-Blanche, cette trêve doit entrer en vigueur rapidement et durer dans un premier temps 10 jours, avec l'objectif d'ouvrir la voie à un accord plus durable. L'annonce fait suite à des discussions avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le président libanais Joseph Aoun. Washington indique vouloir poursuivre ses efforts diplomatiques pour transformer cette pause dans les combats en solution politique à long terme. Des responsables américains de haut niveau ont été chargés de poursuivre les échanges avec les deux parties. Trump a également évoqué la possibilité d'une rencontre à la Maison-Blanche entre les dirigeants israéliens et libanais, ce qui constituerait une première. Cet accord intervient après plusieurs semaines d'affrontements entre Israël et le Hezbollah, déclenchés début mars dans le cadre d'un conflit régional plus large. Les frappes israéliennes au Liban ont causé d'importantes pertes humaines et déplacé plus d'1 million de personnes. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook, YouTube et TikTok.